Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Jérôme! Salut! Tu vas bien? Bah très bien, et toi? Oui, très bien, je te remercie. Je suis très content de te recevoir pour ce normalement premier numéro de Design Journeys qui est en fait le 13e numéro de Design System. Mais bon, tout ça, c'est une histoire de rebranding, comme je te l'ai expliqué à l'instant avant qu'on enregistre. Je vais réexpliquer le principe du podcast parce que je sais que tu ne l'as pas écouté, donc tu ne sais pas de quoi on va parler. Normalement, dans ce podcast, on parle avec des designers, enfin je parle avec des designers pour savoir un peu quelles sont leurs habitudes de travail, et c'est principalement ce qu'on appelle des product designers. Donc ils travaillent sur des sites internet, sur des applications, etc. Et aujourd'hui, je suis hyper content de te recevoir parce que tu es un petit peu un profil atypique par rapport à tous ces gens-là, puisque toi, tu es concepteur de jeux vidéo. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, la première question que je vais te poser, qui est celle que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ok, alors moi je m'appelle Géraud, aussi connu sous le pseudo, on va dire Doc Géraud sur Internet et plus particulièrement sur YouTube. Je suis concepteur de jeux vidéo, comme tu l'as dit, donc il y a des gens qui disent game designer, mais c'est vrai que moi maintenant j'ai tendance à dire concepteur de jeux. C'est comme ça les gens comprennent plus facilement que mon métier ce n'est pas du dessin, mais bien de la conception. Et ouais, voilà, je fais des jeux en indépendant depuis quelques années. Je fais des vidéos YouTube où j'explique un petit peu mon métier de game designer, concepteur de jeux et comment on fait des jeux de manière générale. Le jeu vidéo, voilà, on explique le jeu vidéo. Et puis, où je parle pas mal de développement de mes jeux, ce genre de choses. Et voilà, donc, globalement, je pense que c'est une bonne... Un bon résumé? Un bon petit résumé, ouais. Top. C'est super tout ce que tu viens de dire parce que moi j'ai préparé plein de questions et on va revenir un peu sur tout ça. Et moi d'habitude j'ai comme première question, comme deuxième question du coup, de poser comme question comment t'en es venu à faire du design. Ouais. Et du coup, comme tu l'as si bien dit, game designer, ce n'est pas faire du dessin. Est-ce que tu voudrais bien expliquer ce que c'est du coup que le métier de game designer, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, un game designer, c'est vraiment quelqu'un qui va concevoir les règles du jeu. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, tu vas bien sûr avoir des graphismes, donc tout ce qui est la partie visuelle, tu vas avoir de la programmation, ce qui va définir la logique du monde, des actions que tu peux faire, etc. Et tu vas avoir du son. Mais pour mettre tout ça en place, il faut savoir ce qu'on va faire. Tu vois, le programmeur, tu lui dis pas on fait un jeu et il fait le jeu que tu veux faire. Le graphiste, tu lui dis pas on fait un jeu, il sait quoi dessiner, etc. Donc le concepteur de jeu, le game designer, c'est vraiment celui qui va définir les règles du jeu, quelles actions peut faire le joueur, dans quel contexte on évolue, vraiment, et ça dans le détail, tu vois, aussi bien la structure d'un niveau à un autre, donc on va dire la structure macro du jeu, comment on passe d'un niveau à un autre, est-ce que c'est des petits mondes découpés en plein de petits niveaux, ce genre de choses, ou est-ce que c'est tout un truc qu'on fait d'une traite, aussi bien donc au niveau macro qu'au niveau micro, où ça va être plus genre qu'est-ce qui se passe de seconde en seconde quand le joueur il avance à quelle vitesse, il a quelle sensation, voilà, c'est quelqu'un qui va définir tout ça, le partager aux équipes, donc les graphistes, les programmeurs, les sound designers, et qui va essayer de faire suivre une vision du jeu tout au long du développement. Est-ce que tu dirais pour les gens qui écoutent ce podcast et qui sont d'ordinaire beaucoup plus des product designers que c'est un peu comme de l'UX design, si tu vois un peu ce que c'est, ou c'est créer un peu des règles sur un site internet? Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu de ça effectivement. En fait, je pense même que le game design, de manière générale, gagnerait beaucoup à s'approcher de l'UX design. Mais en fait, ça va dépendre énormément de la taille de la production aussi du jeu. C'est-à-dire qu'entre un jeu fait par 4 personnes et un jeu fait par 1000 personnes, comme ça peut être le cas maintenant chez Ubisoft ou ce genre de studio, c'est pas du tout pareil. Donc chez Ubisoft, t'as plein de game designers sur un jeu. Vraiment, tu peux en avoir 20, 30, 40. Et tu vas avoir des UX designers aussi, qui vont vraiment se consacrer. Sur une prod de jeux vidéo, les UX designers, souvent, ils sont plus côté menu, mais aussi côté compréhension des règles de jeu, ce genre de choses, quoi. Comment on présente toutes les possibilités d'action aux joueurs. Ok.
Bah, ça tombe bien parce qu'on va y revenir. J'ai un peu scruté ton parcours. J'ai vu que tu avais fait d'abord une licence en game design, ensuite tu as fait une mise à niveau en infographie. C'est ça. Ouais. Et après, tu as fait de l'ergonomie à l'ENGMIN, qui est l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques. C'est ça. Du coup, la question qui me venait en voyant ton parcours, c'est, et je pense que tu viens un peu de le décrire, c'est quand tu as fait un parcours en ergonomie, qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu vidéo faire de l'ergonomie par rapport à du game design? Alors, en fait, c'est vraiment deux choses qui sont très différentes, qui devraient pas l'être tant que ça, mais qui sont assez différentes dans le jeu vidéo. C'est justement pour ça que je te pose la question, parce que moi j'ai un peu du mal, tu vois. Excuse-moi de te couper, c'est parce que dans mon métier en tant que product designer, quand tu fais de l'UX, en fait, t'es vachement dans comment tu présentes les menus, quand tu vas cliquer sur un bouton, où est-ce que tu vas aller. Et quand j'ai regardé ton parcours, je me suis dit, ok, ergonomie, ça a l'air d'être de l'UX design, enfin de l'expérience utilisateur en général. Il y a du game design qui est créé un peu CRL, comme tu disais, macro, micro, et là je me suis dit, ok, c'est quoi la différence? Alors en fait, je dirais qu'il y a deux choses très différentes que moi j'ai appris en game design, donc pendant ma licence, et après plus en spécialisation ergonomie. Alors c'est un diplôme de réalisation de jeux vidéo à l'ENGMIN, mais avec des spécialisations, et moi c'était ergonomie, comme tu disais. Et quand j'étais en licence, j'ai vachement appris, un game designer, il doit savoir parler à tous les corps de métier. C'est quelqu'un qui communique énormément. Et il doit savoir comment on fait le jeu à tous les endroits où on fait le jeu. Donc c'est quelqu'un qui a des petites bases en graphisme, qui a des bases de tout ce qui est visuel, donc composition, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a des petites bases en programmation, en algorithmie. Il sait comment, normalement, il doit savoir comment parler un petit peu à un prog, qui sait aussi, qui a un peu touché à du son. Il a touché à plein de choses, en fait, ce qui lui permet de communiquer plus facilement ses idées aux autres métiers. Et ça prend énormément de temps d'apprendre tout ça, en fait. Donc, un concepteur de jeu, souvent, dans les écoles, ils sont vachement concentrés là-dessus, apprendre tous les types d'outils, tous les types de métiers, toucher un peu à tout, et juste faire des jeux pour connaître les étapes. Là où l'ergonomie, à l'ENGMIN, c'est très différent, c'est que c'est très centré recherche utilisateur. Donc, pendant 2 ans, j'ai vraiment fait des bases de psychologie cognitive. J'ai fait beaucoup de tout ce qui est recherche utilisateur, donc comment mettre en place des tests utilisateurs, comment établir des profils, faire des hypothèses, comment développer une hypothèse sur plusieurs tests sans trop changer de facteurs, etc. pour tester des choses différentes. Voilà. Et ça, adapté aux jeux vidéo. Et ça, c'était orienté... Ok, ouais, en fait, tu viens de me couper, j'allais dire, est-ce que ça, c'est orienté sur le jeu vidéo? Oui, du coup. C'est intéressant parce que dans le dernier épisode que j'ai eu, j'ai reçu Marine qui travaille chez Algolia, donc une start-up de recherche, et elle fait de la user research aussi. Et il y a plein de questions que je me suis posées parce que si je ne m'abuse pas, quand tu as commencé chez Ubisoft, donc après tes études, tu as commencé en tant que game user researcher. C'est ça. Et du coup, en écoutant ce qu'elle a dit au cours du dernier podcast et en étudiant ton profil, enfin tout ce que tu as fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est un game user researcher? En fait, comment ça marche la recherche dans le jeu vidéo et qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, donc ouais, comme tu le dis, quand je suis arrivé à Ubisoft, moi j'ai travaillé 2 ans à Ubisoft et la première année, j'étais game user researcher. Donc si on voulait traduire pour vraiment savoir ce que je faisais, en fait, j'étais débutant, mais j'étais analyste en recherche utilisateur pour le jeu vidéo. Et donc en fait, je travaillais sur des projets d'Ubisoft. Donc pour ceux qui connaissent pas Ubisoft, c'est une grosse boîte de jeux vidéo. Peut-être, je crois que c'est le premier employeur mondial pour le jeu vidéo. Ils ont presque 20 000 personnes maintenant. Ah ouais. C'est partout dans le monde, vraiment. Il y a plus de 30 studios répartis dans le monde. C'est ouf. Et c'est énorme. Déjà, moi, je travaillais à Montreuil et on est, je crois, entre 1500 et 2000. Je pense, à l'époque où moi j'y étais, peut-être que c'est encore plus maintenant. Donc bref, voilà, c'est les gens qui font Assassin's Creed, Ghost Recon. Moi, j'ai travaillé principalement sur Ghost Recon, le premier Wildlands, donc c'est Ghost Recon Wildlands. J'ai travaillé sur Watch Dogs 2, For Honor. Je travaillais à l'époque, on faisait un jeu avec Mario pour la sortie de la Switch, les lapins crétins et Mario, et moi j'ai travaillé là-dessus aussi, Mario et les lapins crétins. Donc bref, j'ai pu travailler sur plein de jeux pendant la première année. Et mon job, c'était d'aider, bien sûr, parce que je n'étais pas tout seul, j'étais avec un lead, c'était d'aider à préparer des tests utilisateurs. Donc en fait, on a des studios de Ubisoft, comme j'ai expliqué, il y en a plein, qui nous envoient leurs jeux, qui sont encore en développement. Ça peut être à tout état de développement. C'est très early, comme ça peut être tout à la fin. Alors du coup, je me permets de te couper. Quand tu parles de très early, ça veut dire que le jeu, il y a déjà quelque chose qui existe. Est-ce que c'est juste une idée ou est-ce qu'il y a au moins déjà un prototype, un semblant de quelque chose qui est jouable? En fait, même une idée peut se tester avec certaines méthodes.
du focus group, des choses comme ça. Donc ça arrive, c'est plus rare, mais ça arrive que des idées soient déjà testées. Et t'en faisais toi des tests comme ça? Moi, j'ai pas eu à en faire un de focus group, mais il y en a eu pendant que moi j'y étais. Okay. Moi, j'ai surtout fait du test utilisateur sur des versions donc, qui peuvent aller, quand je dis early, c'est des jeux qui sont développés depuis seulement 6 mois ou 1 an et qui ont déjà, on va dire, qui sont même pas au stade d'alpha, donc je pourrais dire les différents stades de jeu plus tard, mais en gros, il n'y a pas les visuels définitifs, il y a des bugs partout, mais il y a des petits morceaux du jeu qui sont jouables. Et en fait, on va déjà pouvoir tester un petit peu ce que les gens en pensent, est-ce qu'ils s'amusent, est-ce que les contrôles sont sympas. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est les studios qui envoient leurs jeux, et souvent ils ont des questions en fait. Et nous, on formule des grosses hypothèses autour de ça, qu'on va tester. Parfois, ça peut prendre 1 journée, 2 jours. Parfois, il y a des gens qui viennent tester pendant 1 semaine entière des jeux. Ah ouais. On prend un panel de joueurs qu'on a dans une base de données, etc. Donc, on a plein de profils différents qu'on va interviewer, donc pour bien confirmer qu'ils font partie de la cible de ce test-là. Parfois, la cible, c'est pile les gens qu'on vise pour le jeu, et parfois, on teste justement une cible un peu écartée pour voir si, au final, est-ce qu'on peut pas toucher des gens un petit peu plus divers que ce qu'était la cible originale. Et on va prendre entre 8 et 16 joueurs. 8 joueurs, c'est souvent quand on fait des tests, je rentre dans des trucs un peu techniques, mais... c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je te laisse. 8 joueurs, c'est quand on fait des tests d'utilisabilité. Donc là, on va vérifier que le jeu, il est juste jouable, en fait. C'est-à-dire que les gens comprennent bien les règles du jeu, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est bien en utilisabilité, c'est que dès qu'on a des gens qui comprennent pas, même si c'est un très faible pourcentage, à partir de 8 personnes, on peut considérer qu'il y a un problème. Donc même 1 personne ou 2 qui vont nous remonter un problème, on va considérer que c'est un souci pour le jeu, quoi. Alors justement, j'ai une question. D'habitude, et dans ce podcast, on en a déjà parlé, on est sur une limite de 5 minimum. Et on se dit au bout de 5, tu arrives à savoir un peu quels sont les problèmes. Tu sais pourquoi 8 ou c'était que pour le côté sécurité, je pense. D'accord. Et surtout, et c'est aussi pour un côté pratique, parce que souvent, quand on recrute des gens, eh ben, y a des gens qui se désistent ou ce genre de choses. Donc même si on en prend en plus, par exemple quand on a 8 personnes, souvent on fait venir 10 personnes et les 2 personnes en plus on les fait pas tester, mais si il y a les 8 autres personnes principales, eh ben, on les fait revenir chez eux mais avec une compensation, ce genre de choses, quoi. Donc ils viennent et on leur donne un cadeau et puis ils s'en vont. Tu peux pas leur dire faites les tests aussi, parce que c'est aussi un cas qu'on a souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se désistent, et dans les épisodes que j'ai enregistrés avant, t'en as qui te disent c'est chiant, ils se désistent, donc quand t'en as plus, c'est du pain béni en fait. Ouais, mais on essaye en fait généralement on fait des groupes, tu vois, sur un point vraiment précis, et d'une session de test à l'autre on va changer et on a envie d'avoir un échantillon équivalent en revanche. D'accord. Donc on modifie pas. Après je te dis ça, moi je suis pas non plus un expert sur ce sujet, donc peut-être que je te dis des conneries, mais tout ça, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'applique dans les autres secteurs. Mais si on revient un peu en avant, tu disais... Attends, juste pour le truc, je disais donc 8 personnes pour l'utilisabilité, et en fait quand on fait des tests d'appréciation pour savoir si vraiment les gens ils apprécient, en fait pas s'ils arrivent à jouer ou pas, mais on peut faire les deux en même temps dans ce cas-là, mais à 16 personnes on peut commencer à faire des tests d'appréciation. Donc vraiment, est-ce que vous avez aimé le jeu, qu'est-ce que vous avez aimé dedans, qu'est-ce que vous avez pas aimé, ce genre de choses, et un peu orienter le design, voir s'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, les designers et les concepteurs du jeu, et corriger le tir éventuellement, souvent quand même c'est le but, au fur et à mesure. Voilà. Si on revient au début, t'as des studios qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'un studio cherche en fait? J'ai un peu du mal à voir. Est-ce que c'est je suis pas sûr que quand je clique sur tel bouton ça fonctionne bien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ils aiment bien le jeu? J'ai un peu du mal à voir conceptuellement. Nous en product design, moi en tout cas généralement c'est de se dire est-ce que ça marche et est-ce que ça répond à mon problème. Sauf que dans un jeu vidéo il n'y a pas de problème puisque c'est de l'entertainment. Donc j'ai un peu du mal à comprendre. Eh ben c'est hyper marrant ce que tu dis, parce que tu dis que toi, en faisant du product design, tu veux vérifier est-ce que ça marche. Et en fait, est-ce que ça marche? C'est le postulat de base du jeu vidéo. Moi, c'est est-ce que ça répond à mon problème? C'est même pas est-ce que ça marche. D'accord. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que quand il fait le truc, ça marche? Bah voilà, en fait, il y a 2 questions quand on fait du jeu vidéo. 2 questions principales, mais qui peuvent se diviser en des tonnes de questions plus précises. Mais il y a la question de l'utilisabilité, comme on disait avant. Est-ce que les gens ne rencontrent pas de barrières à utiliser le jeu? Sachant que, je sais pas si tu as déjà joué à un jeu comme Ghost Recon ou Assassin's Creed, c'est hyper compliqué maintenant. Il y a des touches partout, des tonnes d'icônes, des tonnes de quêtes, t'es très libre. Donc la liberté, c'est aussi beaucoup de pression vis-à-vis de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est ça en partie. Et ensuite, on a envie de savoir, est-ce que le jeu il est bien, tu vois? Est-ce que quand il va sortir, la critique va bien le recevoir? Est-ce qu'on va du coup bien le vendre parce qu'il va être mis en avant comme étant un bon jeu?
Et tu as un ordre est-ce qu'il y a un truc qui est établi qui est est-ce que d'abord je dois m'assurer que ça marche bien et après on verra pour les designs pour voir si c'est joli ou pas. Est-ce que dans quel ordre ça fonctionne? Franchement, il n'y a pas, enfin moi de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'ordre. Ça dépend beaucoup des studios, ça dépend de leur expertise. Il y a des studios qui tentent des choses totalement nouvelles et qui vont se demander très vite, est-ce que c'est des choses qui intéressent vraiment les gens? Est-ce qu'ils ont envie de jouer à ça? Donc avant même de savoir s'ils arrivent à jouer, on va déjà peut-être commencer à faire des focus group pour voir est-ce que c'est comme ça que vous voyez, je sais pas, telle série de jeux, genre Assassin's Creed, est-ce que nous on veut la faire aller par là? Est-ce que c'est vraiment un truc qui vous ferait kiffer ou pas, tu vois? Ça on peut le tester très tôt. Et avant même qu'on ait des protos, donc là dans ce cas-là c'est vraiment le jeu, est-ce que ce qu'on va faire c'est fun? Mais ouais, il y a plein de... Et quand tu crées toutes ces hypothèses pour tester tout ça, t'avais déjà des hypothèses préfaites, des méthodes préfaites ou Ah bah moi en fait j'étais un petit newbie, tu vois, à Ubisoft, donc j'avais mes sensei, mes leads qui étaient moi j'avais beaucoup de chance, je travaillais avec une lead qui s'appelait Morgane, qui est quelqu'un de super sympa qui m'a formé un peu à la dure mais où j'ai appris plein de trucs quoi. J'ai appris plein de trucs, elle était très exigeante mais du coup c'était vraiment super carré et on fait quand même un peu, c'est pas de la recherche scientifique mais les méthodes qu'on applique sont censées être issues de la recherche scientifique, donc on est censé faire ça avec beaucoup de rigueur, etc. Même des trucs aussi bêtes que collecter des verbatim et les classer en fonction de ce qui a été dit, d'essayer de trouver des moyens de les classer, ça doit être fait voilà, intelligemment et avec rigueur. Donc j'ai appris beaucoup ça via les leads en fait. C'est eux qui sont responsables des tests. J'ai pu être responsable de tests, mais c'était plus dans des objectifs de formation. Moi je suis vraiment en soutien sur l'analyse quoi. Et bien sûr, c'est des choses qui se discutent à plusieurs aussi, c'est ça qui est intéressant. Quand on formule des hypothèses, généralement, on le fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'on va faire des calls avec l'équipe de développement qui nous envoie le jeu pas terminé et ils vont nous dire ouais, donc ce point-là, on n'est vraiment pas sûr et tout. On a rajouté des missions secondaires dans le jeu, mais on sait pas si les joueurs ils vont y jouer, s'ils vont vraiment apprécier. Donc, est-ce que vous pouvez regarder et nous, on va se dire bah tiens, ok, est-ce que les missions secondaires, les joueurs ils ont envie d'y jouer? Est-ce qu'ils vont prendre plaisir? Est-ce qu'ils vont comprendre l'intérêt de ces missions-là? Et ben on va leur faire jouer le jeu principal et on va voir. Est-ce que naturellement ils vont aller vers les missions secondaires? Est-ce que à la fin, quand on va leur demander s'ils apprécient ou pas, ils vont nous dire qu'ils apprécient? Et tout ça, tu le découpes en plein de points hyper micro. Ah, c'est hyper intéressant de voir à quel point en fait, je m'imaginais pas que ça allait jusqu'à ça en fait. Tu vois, d'aller aussi précisément dans le détail pour savoir. Pour moi, c'est peut-être naïvement le jeu vidéo c'est encore c'est une sorte d'art et en fait du coup on essaye de créer quelque chose qui plaît et on essaye d'y mettre de la bonne volonté. Après j'imagine que pour Ubisoft il y a une grosse notion d'argent derrière. Bien sûr, il y a ça et c'est vrai que même moi hein, tu vois, moi je suis concepteur de jeux avant tout, avant d'être analyste en recherche utilisateur ou ce genre de truc quoi. Et c'est vrai que il y a toujours ce petit truc de quand tu apprends tout ce qui est la psychologie cognitive et que tu te lances dans la recherche utilisateur, tu te dis mais attends, mais c'est pas de l'art ce qu'on fait, genre on peut régler à ce point-là. Et en fait, moi ça m'a pas cassé le fait de ça reste de la magie le jeu vidéo, tu vois, vraiment ce qui marche ou pas, c'est très très dur de le savoir et c'est pour ça qu'on fait des tests. C'est parce que on est tellement en train de tester des choses, c'est tellement un cocktail qui peut basculer pour rien, tu vois. Genre, il suffit que le contrôle du personnage principal soit pas agréable et les gens, ils aiment pas du tout le jeu malgré tous les trucs merveilleux qu'on fait autour, tu vois. Et ça joue à tellement peu de choses qu'il faut des espèces d'enquêteurs qui sont les user researchers qui vont investigate comme ça et se dire ok, là, il y a peut-être un truc qui va pas, tu vois. Ça fout pas un peu la pression quand t'as un jeu à gros succès qui est normalement censé être à gros succès où il y a un gros budget dessus et tout ça, te dire peut-être qu'en fait si je loupe ça c'est le truc et quand le jeu sort tu te rends sur la partie recherche tu veux dire? Ouais, sur la... Ah ouais bien sûr, de ouf mais moi après j'ai eu la chance d'avoir des leads qui souvent prenaient beaucoup la pression pour le reste de l'équipe tu vois parce que c'est eux qui sont responsables de la qualité des tests mais enfin nous, nos rapports de test, c'est des gros trucs qui soulèvent parfois plein de problèmes. Avec parfois, quand on fait de l'appréciation, comme je te disais, on demande aux gens de noter vraiment concrètement le jeu et on fait des estimations de comment la presse va recevoir ça. Et en fait, le top management de Ubisoft, il se base là-dessus pour se dire, ok, là le jeu il est bon et tout. Ah ouais. Du coup, putain, c'est ouf. Ouais. Donc vraiment, ça dépend totalement. C'est pas tous les jeux comme ça, mais ça peut être ça peut mettre la pression à certains. Et
il y a un truc quand tu me dis on testait l'appréciation des joueurs sur le jeu. Moi, je me rends compte souvent que tu vois, l'appréciation c'est un truc sur le moment, c'est pas forcément vrai, ça dépend du contexte dans lequel t'es. Ouais. Comment vous faisiez pour éviter justement un peu des biais ou c'est compliqué quand même. Honnêtement, ouais, je sais pas comment dire. Je sais pas si on évite. Il y a sûrement des biais, il y en a plein. Je dirais que ça se teste jamais en une fois. Ça se fait vachement sur le long terme. Et ce qu'on mesure, c'est pas tellement l'appréciation sur un test, c'est plus l'évolution de cette appréciation de test en test. Donc, Et vous faisiez revenir des joueurs qui avaient déjà testé pour voir où c'est. alors rarement, mais ça peut servir. Ouais, ça peut servir. Mais généralement, on essaye plutôt d'avoir des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas. Sachant que chez Ubi, ils ont une base de données de joueurs, genre je sais pas, ils ont peut-être 10 000 joueurs dans leur base de données, tu vois. Ouais, donc toi, t'avais pas trop de problème quand tu voulais avoir des joueurs, t'avais juste à aller dedans, sélectionner C'est tes ça, joueurs, tu les avais. ouais. On sélectionne en fonction de plein de critères, il y a tout un truc, il y a un soft interne et tout pour faire tout ça, quoi. Ouais, ok, c'est plutôt pratique. C'est plutôt rodé ouais, à Ubi. ouais, je comprends. Ouais. Et vous faisiez aussi des tests en interne pour voir un peu ce que pensent les employés, ou c'est quelque chose que... Ça arrive, ouais. Quand c'est des trucs très très early, on peut faire tester les employés. Quand c'est des... Tu vois, par exemple, je te disais que Ubisoft, pour la sortie de la Switch, qui est une console, qui est sortie il y a quelques années, là, ils avaient développé un jeu avec Mario. Donc c'était les lapins crétins et Mario. Et en fait, c'était tellement secret. Non seulement la Switch, les gens ne savaient pas encore ce que c'était, la future console de Nintendo, et nous, on savait, tu vois. Mais en plus, Ubisoft était en train de développer le jeu Mario qui allait sortir en premier sur la console, tu vois. Donc truc complètement fou. Et donc là, en fait, les premiers tests, même pendant longtemps, c'était des employés de la boîte qui devaient signer des tonnes de NDA. Ouais, tu m'étonnes. Donc NDA, non-disclosure agreement, pour faire en sorte que ça ne fuite pas. Faut pas que ça leak. Après une année chez Ubi, tu fais une deuxième année, mais cette fois-ci en tant que game designer. Ouais. Et là, comment se passe ton job? En fait, là encore, sur des gros projets comme Starlink, j'avais bossé sur Starlink. C'est le plus gros sur lequel j'ai bossé quand j'étais concepteur de jeu. C'était quoi comme jeu? C'est un jeu qui était développé par Ubisoft Toronto. C'est pas encore un énorme jeu pour Ubisoft, mais c'était ce qu'on appelle un jeu joué. Les Toy to Life, exactement, c'était ça le terme qui était utilisé. C'est tout ce qui est... comment ça s'appelait Spyro, Lego Universe, ce genre de trucs. C'est des jeux où tu as des vraies figurines et en fait tu peux les poser sur un socle ou ce genre de choses et ça se matérialise dans le jeu. Et là, Starlink, c'était un jeu open world où tu pouvais, t'étais dans des vaisseaux spatiaux, tu pouvais naviguer dans les planètes, à la surface des planètes, mais tu pouvais aussi aller dans l'espace, genre quitter l'atmosphère, aller dans l'espace et aller sur une autre planète. Et en fait, le vaisseau, il était modulable en direct. Tu avais un socle directement sur la manette. Tu mettais ton petit pilote, qui était un tout petit truc, tu mettais donc le petit pilote dans un cockpit, tu mettais les ailes que tu voulais, tu mettais les armes que tu voulais sur les ailes, et tout ça était changeable en direct. Donc plutôt public ado, tu vois, jeune adulte, mais voilà, c'était super intéressant comme projet. Et en tant que game designer sur ce jeu, est-ce que tu étais tout seul et surtout, qu'est-ce que tu faisais? Alors, moi, j'avais un rôle très particulier parce que j'étais game designer, mais j'étais au siège éditorial de Ubisoft. Donc en fait, moi, j'étais un game designer en suivi sur plusieurs projets. D'accord. Donc dans un service qui s'appelait, je crois qu'il s'appelle encore, je sais plus, le G4E, donc qui est Games for Everyone. Donc c'est les jeux plutôt, on va dire, grand public de Ubisoft, moins pour les gamers, tu vois, genre plus grand public, quoi. Okay. Et donc mon rôle, c'était... je faisais ça dépendait vraiment des jeux. Je suivais plusieurs jeux en même temps. Starlink, c'était de loin mon principal, notamment les 6 derniers mois. Ouais. Mais ça allait aussi bien de regarder les docs de design. Moi, j'ai accès à tout le temps, en gros. Okay. Le truc, c'est que j'ai accès à tous les docs de design, ce qu'on appelle les builds de développement. Donc, c'est les exports du jeu, tu vois, c'est l'état actuel du jeu. Plein de trucs, quoi. Et donc, en fait, moi, je regarde les docs design. J'ai des rendez-vous réguliers avec le directeur créatif ou les leads. Je teste régulièrement le jeu et je fais des retours sur tout ça. Et sur des jeux plus petits, ça m'est arrivé, par exemple, quand on voulait lancer de nouvelles licences, de juste moi-même créer des concepts. Genre, je fais des PowerPoint, tu vois, hyper texto. Avec, à un moment, je bossais sur un party game. Donc, c'est des jeux qui regroupent plein de mini-jeux qu'on joue à plusieurs. Un peu comme Mario Party. Exactement, comme Mario Party. Et en gros, moi, je designais plein de mini-jeux
et j'expliquais vraiment précisément comment c'est censé réagir au contrôle. On envoyait ça à des équipes de développement et ils développaient et tout, tu vois. Ce genre de choses. Alors, si on reprend, j'ai l'impression que tu avais une partie un peu conseil où tu voyais un peu tout ce qui était. C'est très ça, ouais. Et l'autre où c'était plus une partie, on va dire, où tu avais les mains dedans et là où tu devais tout détailler, faire de la doc, expliquer tout ça. C'est ça. Je rigole parce que je voulais te poser une question dessus qui est sur toute cette partie de la création de jeux, voire de mini-jeux. Et je sens que la question, elle est un peu abusée, mais c'est qu'est-ce qui fait un bon gameplay, une bonne expérience de jeu quand en tant que designer, tu réfléchis à tout ça? Moi, je dirais... Alors, il n'y a pas de formule absolue de qu'est-ce qui fait un bon jeu ou quoi, un bon gameplay. Ce qui est important pour moi, quand on fait un jeu, c'est que les intentions soient très claires. On sait ce qu'on fait, on sait l'expérience qu'on veut procurer. Ça veut dire quoi une intention très claire? Bah justement, c'est qu'en gros, parfois, il y a des gens qui font des jeux, et je dis parfois, c'est souvent en fait, on sait pas exactement. Les gens ne savent pas exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un jeu fun, ils veulent que les gens s'amusent. Mais c'est tout. Ils savent pas comment, ils savent pas quelle émotion ça va créer, à quel rythme, comment elle va varier au cours du temps. Et en fait, pour moi, avoir des intentions précises, c'est on sait quelle cible on veut atteindre, on sait à qui s'adresse le jeu, on sait quelles émotions ça va déclencher chez eux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on sait l'expérience qu'on veut donner, on va mettre tous les moyens possibles pour arriver à ça. Donc aussi bien les graphismes que le son, que le gameplay, donc ce que vraiment les gens jouent, il faut que tout ça amène à ces sensations, cette expérience-là. J'ai l'impression que tu as quand même un travail de recherche de dingue avant de commencer, quand tu dis à quelle cible on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut leur communiquer, à quel moment on veut communiquer telle ou telle émotion. À la fois, tu as de la recherche, mais pas tant que ça, parce que tu as pas mal de découvertes au fur et à mesure du projet. Le jeu vidéo, et je pense que c'est pareil pour quand tu fais du product design, c'est très itératif. Vraiment, au fur et à mesure que tu crées, tu rajoutes des petits bouts, etc. Et en fait, ça t'aide à affiner cette vision. Donc, pour moi, cette vision, tu dois l'avoir au sens large dès le départ. Tu sais l'expérience que tu veux créer et tu l'affines au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est que tu as toujours conscience que tu as cette expérience-là que tu veux créer, que tu affines, et tous les moyens que tu mets, ils vont vers ça. Et c'est vraiment important, je sais que c'est un peu abstrait, mais en gros, c'est quand tu vois un graphiste travailler sur le jeu et que tu vois que tu veux faire un jeu super doux et qui fait des persos qui sont un peu tristes ou machin, et ben tu vas dire non, ça va pas renforcer l'expérience qu'on veut faire, tu vois. Si tu veux, pour qu'on parle un peu plus de concret, on va un peu passer à l'étape d'après, qui est après Ubisoft, puisque tu es devenu, il va dire quoi, indépendant, freelance? Ouais, indépendant. C'est vraiment indépendant, parce que freelance, pour moi, c'est quand tu travailles encore pour d'autres gens, alors que là, moi, je travaille essentiellement sur mes projets maintenant. Ouais, alors, du coup, est-ce que tu peux juste peut-être expliquer un peu quelle est la différence, expliquer aux gens quelle est la différence entre un jeu qu'on appelle AAA, qui sortent des gros studios comme Ubisoft, et des jeux qui sont des jeux indépendants que toi, tu développes? Ouais. Alors, il y a une définition, c'est un peu poreux, tu vois, c'est limite là, mais entre AAA et indé, il y a une différence. Les jeux AAA, c'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent du blockbuster hollywoodien, quoi. C'est-à-dire que c'est des jeux qui coûtent très très cher. Donc ça peut aller de AAA, on commence à parler de AAA au-dessus de 50 millions de budget pour la création du jeu. Ça peut monter bien plus haut, hein. Maintenant, les jeux, ça peut coûter 200 millions, 300 millions à faire. Et les jeux indés, et qui sont faits généralement, les AAA, par des équipes énormes de développement. C'est rare de voir des AAA faits par moins de 100 personnes, quoi. C'est rare. Et ça peut monter, comme je disais, jusqu'à 1000 personnes quand il y a plein de studios qui travaillent ensemble, etc. Et les jeux indés, c'est des jeux qui sont faits par des plus petites équipes avec des budgets bien moindres et qui ont généralement l'avantage par rapport aux AAA d'expérimenter un peu plus. C'est pas toujours le cas, mais comme les risques financiers sont moindres, même s'ils sont là, on peut se permettre d'essayer d'élargir un peu la définition de ce qu'est un jeu avec ça, quoi. Cool. Alors toi, tu as déjà sorti un jeu qui s'appelle Un pas fragile. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, Un pas fragile, c'est un jeu. Le pitch, c'est une petite grenouille qui s'appelle Camille. On n'a jamais son nom dans le jeu, mais voilà, elle s'appelle Camille, qui est en école de danse. Et en fait, nous, on va la suivre un peu comme un ami imaginaire ou un mentor sur son année d'école, de son entrée à l'école jusqu'à son spectacle de fin d'année. Et en fait, on va l'aider à surmonter des petites scènes de vie. Donc, c'est vraiment une collection de vignettes
très courte, donc ça peut être 10-15 secondes, qui montre sa vie à différents états de l'année, quoi, qui montrent différentes émotions, etc. Et dans lesquelles on a des petites interactions à faire. Donc il y a plein de petits gameplays différents. Parfois ça peut être, je sais pas, elle est dans la cour et elle voit des mouches voler, du coup elle s'arrête et nous on va lui dire bah mange cette mouche, cette mouche, cette mouche en cliquant sur les mouches qui volent. Ou il va y avoir un ballon qui atterrit dans la cour de jeu et nous on peut jouer avec notre doigt quoi sur écran, c'est sur téléphone et tablette, mais aussi sur PC. Et en fait toutes ces petites choses, le but c'est que ça raconte aussi quelque chose, qu'on s'attache à Camille la grenouille et tout. Et voilà, c'est un jeu un peu bizarre. Très court en plus, ce qui est rare pour le jeu vidéo. C'est un jeu qui dure 10 minutes et qu'on peut refaire parce qu'il y a des petites différences et tout, mais c'est quand même très court et qui est très narratif, on va dire. T'as gagné un award pour ce jeu. On a gagné, en fait, on a gagné 2 awards même, donc c'est vraiment... je sais toujours pas pourquoi, mais tant mieux quoi. Tant mieux, c'est cool. Vous étiez Tant... combien sur ce jeu? Alors en fait, on a fait... C'est un jeu que j'avais démarré en version étudiante quand j'étais à l'Engmin. Projet de première année à l'Engmin. Donc on avait 2 mois et demi pour faire ce jeu-là. Ce qui a beaucoup formaté aussi le jeu. C'est pour ça, parce qu'en fait, vraiment, l'exercice de première année à l'Engmin, c'est t'as 2 mois et demi avec une toute petite équipe, donc 4-5 personnes, pour faire une expérience de 10 minutes. Donc tu vois, c'était pile ce qu'on a fait avec Un Pas Fragile. Et avec cette version étudiante-là qu'on a fait en 2 mois et demi, on a gagné le prix IGF, donc c'est Independent Game Festival à San Francisco, du meilleur jeu étudiant en 2017. Donc c'était bien plus tard parce que le jeu on l'a fait en 2015. Mais bref, on l'a fait en 2015, je l'aimais pas, du coup je l'ai laissé tomber. Et avant que je sois plus officiellement étudiant, je me suis dit j'ai inscrit au concours, parce que c'était un peu mon rêve de participer un jour. Je me disais il est beau, il va peut-être gagner un prix visuellement. Et en fait on a été sélectionné carrément pour aller là-bas. Et là-bas, on pensait pas du tout qu'on allait gagner. On a gagné. Bref, c'était une semaine de fou. Et après, moi, j'ai décidé de le finir tout seul. Donc, à partir de 2017, sauf que je travaillais à Ubisoft, c'était impossible de finir tout seul. En fait, c'était beaucoup trop long. Du coup, j'ai quitté Ubi pour le finir, notamment. Et quand je l'ai sorti en 2019, mon éditeur l'a inscrit au Pégase, qui était c'était la première année des Pégases, qui est une cérémonie qui a pour vocation d'être un peu les Césars du jeu vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'ils se marketent. Et on a gagné le prix du meilleur premier jeu. Donc c'est meilleur premier jeu pour un studio indé, quoi. Et ton rôle sur ce jeu-là, c'était... Du coup, moi, à l'époque du jeu étudiant, c'est moi qui ai fait le concept, qui ai fait après la conception du jeu, donc vraiment qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'on fait dans chaque scène, et c'est moi qui ai fait toute la programmation. Et du coup, je travaillais avec 2 graphistes et un sound designer à l'époque. Et après, quand je l'ai terminé, j'ai fini de programmer, réadapter les scènes, j'ai fait de la recherche utilisateur, j'ai fait plein de playtests et tout, dans ma salle d'escalade. Genre vraiment, j'ai amené le jeu sur mobile, et j'ai amené des nouvelles versions, et je faisais à des gens, vous auriez 10 minutes et tout, genre je vous paye une bière en échange ou quoi, et vous testez mon jeu 10 minutes. Genre je vous regarde juste jouer, c'est tout. Et voilà. Ça t'a appris des choses, ça? Ça m'a appris plein de choses. Ouais. Et les gens, ils sont ultra réceptifs pour tester un jeu comme ça? Bah écoute, quand tu leur dis que tu vas prendre juste 10 minutes, et qu'ils vont jouer à un jeu. Et quoi ? Et qui gagnent une bière. Et qui gagnent une bière. Généralement, les gens sont plutôt réceptifs. Et du coup, voilà, en gros, sur la nouvelle version qui est sortie, qui est une réadaptation de la version étudiante, j'ai programmé, j'ai fait du dessin pour corriger des trucs, des FX, un peu d'anime. Voilà, j'ai fait un peu de tout, du son, tout ce qui est possible de faire sur un jeu, quoi. Alors, j'ai très mal préparé mon émission parce que je n'ai pas joué au jeu. C'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on passe à la suite, parce que c'est le jeu que tu es en train de développer qui s'appelle Buisson. Ouais. Et celui-là, tu le documentes vachement, donc j'ai plein de questions à te poser dessus pour savoir un peu, pour faire un peu le parallèle sur tout ce qu'on s'est dit avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous pitcher ton jeu ? Alors c'est terrible parce que game designer de profession, je devrais savoir pitcher mon jeu bien, mais il est vraiment dur à pitcher. Il est à la fois très simple et difficile à comprendre, ce jeu. Alors, c'est un jeu de cache-cache qui se passe sur un seul écran. Donc on a un seul écran devant nous qui montre une forêt avec plein de buissons. Et en fait, parmi ces buissons, il y a 4 joueurs qui ont exactement la tête des buissons qui ne sont pas des joueurs, quoi. Donc les joueurs, eux, ils peuvent se déplacer partout à l'écran dans cette petite arène, et leur but, ça va être d'être le dernier survivant. Et pour ça, pas très élégant, ils ont une attaque qui est un P. Donc en fait, c'est une attaque qui fait que ça tape tout autour d'eux. C'est ça aussi l'avantage du P. Voilà. Et en fait, pour ça, donc, ils peuvent s'approcher d'un autre joueur et faire un P sur eux pour les éliminer. Il n'y a pas que ça, mais c'est le cœur du jeu. Et ce qui fait le sel du jeu, en fait, c'est qu'il y a plein de petits pièges environnementaux
qui vont faire que, sans rentrer dans les détails, plus on se révèle, plus les gens savent où on est dans l'arène, c'est-à-dire plus on bouge, quoi, plus on est grillé, plus c'est hyper risqué, on peut se faire péter dessus par n'importe qui, et on peut se prendre d'autres pièges, etc. Et le twist du jeu, c'est que donc, rien ne bouge à l'écran, si les joueurs ne touchent pas leur manette, puisque c'est des buissons. Quand ils bougent, bah, on voit des petits buissons qui courent, donc c'est hyper suspect, tu sais tout de suite que c'est un joueur. Et il y a un cycle jour-nuit, hyper rapide, genre 6 secondes de jour, 4 secondes de nuit. Et en fait, la nuit, on peut continuer à bouger, à péter. Donc on ne voit plus ces personnages la nuit, mais on peut continuer à bouger et à estimer à peu près où on bouge. Et comme les seuls éléments du jeu qui bougent, c'est les 4 joueurs, dès qu'on voit qu'il y a un truc qui a changé d'une journée à une autre, bah il y a un truc suspect. Soit c'est notre buisson à nous, on sait qu'on l'a amené là parce que bah on le dirige, donc on sait à peu près où on va. Soit bizarre ce buisson, c'est pas le mien et il y avait rien ici avant. Et là tu te dis c'est un joueur. Et là tu vas pouvoir commencer à griller les autres joueurs et à soit te dire ok, dès que lui il s'approche de moi je lui pète dessus, ou alors je vais déclencher un piège quand il va passer à côté, ce genre de truc et tout. Voilà, compliqué mais on va revenir dessus, mais la première fois où tu as pitché ce jeu dans une vidéo YouTube où tu expliques en fait que tu vas créer Buisson et comment ça fonctionne, la première question que je me suis qui m'est venue à l'esprit, c'est comment t'en es venu à cette idée? Alors, quel est le cheminement? En fait, si on reprend un peu tout ce que tu as dit sur le but, c'est de trouver une cible, de savoir quelle émotion tu veux fournir. Comment t'as fait? Ça, c'est le cheminement idéal, bien sûr. Oui, mais mais t'as le temps de le réécrire une fois que t'as avancé. Non, mais en vrai, en plus, il y a un vrai cheminement là-dessus. En fait, ce jeu est inspiré d'un jeu que j'adore. Depuis des années, je joue à un jeu qui s'appelle Hidden in Plain Sight. Donc, ça veut dire caché aux yeux de tous, quoi, en pleine vue. Et c'est un jeu qui est excellent, n'hésitez pas à aller regarder, tant pis je fais de la pub pour un jeu qui ressemble au mien, mais voilà, qui est très très cool, dans lequel en fait on a ce concept de les joueurs ressemblent à des non-joueurs, donc il y a plein de petits personnages à l'écran qui bougent dans tous les sens, et les joueurs en font partie, et en fait il y a plein de mini-jeux autour de ça, mais généralement il faut éliminer les autres joueurs ou accomplir des objectifs avant eux, tout en se cachant dans la foule. Donc vraiment, c'est en 2D, hein, c'est un écran, pareil comme dans Buisson, et on peut se confondre facilement avec les personnages non-joueurs en faisant des mouvements un peu robotiques, des trajectoires en ligne droite, machin et tout. Et mon objectif, c'est vraiment con, hein, à la base, c'était j'adore ce jeu, et je me demande est-ce qu'on peut faire ce jeu avec des trucs qui ne bougent pas? Est-ce que ce serait possible de refaire ce jeu mais sans rien qui bouge? Et du coup, j'ai trouvé tous les moyens pour faire ça après. Donc, et le deuxième objectif, c'était que je voulais faire un jeu qui donne un jeu multijoueur qui donne la sensation du jeu des 7 erreurs. Tu vois ou pas le jeu des 7 erreurs? Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire. Je pense ce que je fais avec Buisson, en tout cas j'espère, c'est que d'une journée à l'autre, tu as beaucoup ce côté de qu'est-ce qui a changé dans la forêt? C'est vraiment un jeu d'observation en fait. C'est un jeu multijoueur de confrontation et d'observation. Ouais. Et alors, tu vois, là pour l'instant, je vois bien l'idée de c'est des buissons, c'est des éléments qui bougent pas. Ouais. La nuit, ils peuvent bouger, c'est un cache-cache, les 7 erreurs. Ouais. Comment t'en arrives à l'idée du P? Et bah écoute, je sais pas. En gros, si je sais pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, quand tu designs un jeu, et c'est un vrai truc, souvent, je pense que c'est pareil en design de produit, tu as des piliers de design. C'est-à-dire que tu vas définir des éléments qui sont au cœur de ton jeu, et quand tu vas te poser des questions, tu vas te référer à ces éléments-là. Si tu as plusieurs réponses, celle qui renforce le plus ce pilier, c'est la bonne. Et en fait, moi, dans Buisson, j'avais plusieurs piliers. C'est un jeu d'observation. Le skill, c'est avant tout observer ce qui se passe. C'est un jeu fun. Mais un jeu fun au sens pas fun, genre tu t'amuses en jouant, c'est un jeu qui fait rigoler, surtout. Je voulais que les gens ils rigolent en jouant au jeu. Et en fait, le P, il remplissait 2 trucs. À la fois, c'est drôle, vraiment, autant il y a des gens qui adhèrent pas du tout, autant il y a plein de gens qui rigolent, tu vois, ils l'avoueront pas, mais je l'ai fait tester le jeu plein de fois. Ils sont morts de rire, les gens, quand c'est la nuit, t'entends un bruit de P, et le jour revient, il y a un mec qui est mort, tu vois. Tout le monde est mort de rire. Personne ne le voit, mais on est tous les deux en train d'avoir un sourire un peu con. C'est ça, clairement. Et en plus, il y a un côté tout bête, c'est que ça fait une zone d'effet ronde autour de toi. Il me fallait un truc, comme c'est un jeu qui se joue dans l'à peu près, tu te diriges à peu près. Quand c'est de jour, tu vois parfaitement ce qui se passe. Mais quand c'est de nuit, et moi je veux que les joueurs ils jouent surtout la nuit, tu sais pas exactement ce qui se passe. Donc il fallait une attaque qui tape autour de toi, mais dans une zone assez large. Et du coup, je me suis dit, le P c'est parfait. Ça fait un espèce de truc, tu vois, qui se libère autour de toi et qui fait une zone. Et voilà, ça fait une attaque de zone, quoi.
C'est aussi con que ça. Tout à l'heure, tu disais que tu as énormément de mal à pitcher ce jeu parce que et tu le dis dans ta dernière vidéo qui est j'arrive pas à trouver un éditeur parce que le jeu est trop compliqué à pitcher. Bon, il y a d'autres raisons, mais il y a celle-là qui est revenue. Et je me suis posé la question de est-ce que tu as fait de la recherche utilisateur avant de créer le jeu en pitch, enfin en pitch, en essayant de parler en disant c'est un jeu de cache-cache avec des buissons qui se pètent dessus. Est-ce que Bah non, en fait, c'est ça le problème. Mais c'est ce que je dis aussi. Comme tu dis, je fais des vidéos pour parler du développement. Au fur et à mesure, j'en fais une à peu près par mois. Et en fait, dans la dernière, effectivement, enfin dans une des dernières, je disais que j'avais eu du mal à le pitcher et que je pensais qu'il allait pas trop se vendre. Et aussi parce que j'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas regardé. Et je regrette pas vraiment, mais je me dis que pour les prochains jeux, histoire de survivre en tant qu'indépendant, ce serait plus malin d'essayer de viser un marché, quoi. Et aujourd'hui, tu dis pas avec la communauté que t'as que le jeu va quand même marcher ou va faire son effet, ou en tout cas ça va faire ça va faire un petit levier, tu vois, c'est sûr, et c'est intéressant. Surtout que moi, par exemple, le jeu, en fait, je vais le vendre sur une plateforme qui s'appelle Steam, qui est la plateforme principale de vente de jeux en ligne. Et ce que je fais, c'est que depuis que je fais des vidéos pour en parler, j'ai créé une page Steam, et les gens, ils peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam. Et en fait, du coup, moi, je sais le nombre de personnes qui l'ont fait. Donc, c'est plus de 4000. Et je sais... C'est bien ou pas ? Quoi ? C'est bien ou pas ? C'est pas mal. C'est pas mal, mais pour un jeu... Si c'était un jeu développé par une équipe qu'il faut payer avec plusieurs personnes, ce serait pas du tout suffisant. Bon, donc du coup, je vais quand même mettre le lien du jeu dans la description. Comme ça, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent péter avec des buissons. Exactement. Il me semble en plus que tu as une démo. Il y a une démo gratuite. En plus, vous pouvez très bien y jouer à plusieurs avec une démo. Tu sais que c'est mon plus grand regret en préparant cette émission, c'est de découvrir qu'il n'était pas disponible sur Mac. Normalement, ce sera dispo sur Mac quand ça sortira en version finale. Ça me plaît. Cool. Mais ouais, du coup, juste pour répondre à la question de la communauté, je pense que ça va marcher un petit peu. Je serais pas étonné de faire au moins 1000 ventes. J'espère faire au moins 1000 ventes. Mais ça reste un jeu sur lequel j'ai bossé pas à temps plein, mais presque pendant 1 an. Tu vois ? Donc 1000 ventes d'un jeu qui va coûter, alors j'ai pas annoncé de prix encore, mais qui va coûter autour de 8 €. C'est une exclu du podcast ? Ouais. Autour de 8 €. Voilà, ça fait pas vivre une personne sur 1 an. Heureusement, j'ai d'autres activités qui me font gagner de l'argent, mais voilà. Si on revient un peu sur la création du jeu, moi, il y a un truc qui m'a pas mal marqué, c'est le look and feel du jeu au moment où tu l'as présenté et le look qu'il a maintenant. Ouais. Il y a eu une évolution graphique de ouf, et j'aimerais bien comprendre comment t'en es arrivé, comment tu pars d'une étape 1 où tu crées un univers graphique et comment tu le fais évoluer. Quelle est la démarche ? Parce que je me permets, par rapport au product design, tu vois, c'est quand même un truc où on va pas réinventer tous les jours la roue. On en parle pas mal dans certains épisodes du podcast, qui est justement, on met en place un design system où c'est des règles ultra codifiées. Un bouton doit toujours ressembler à un bouton, et tu vas pas le changer sur chaque page. Là, pour un jeu, tu dois tout créer en fait. Tu dois tout. Même si pour un jeu, il y a de ça aussi. Ce que tu dis, effectivement, c'est quand on parle d'utilisabilité, justement, on essaie de pas brusquer les habitudes d'un joueur. Tu vois, si c'est un joueur habitué au FPS, bah, il aura probablement des contrôles similaires ou proches d'un jeu à l'autre. Bien sûr, tu auras des habitudes de jeu qui sont plus ou moins les mêmes. Comme un bouton, ça sera toujours un rectangle. Est-ce qu'il a les bourrons ? Est-ce qu'il est... Bon, voilà. Mais là, ce que je veux dire, c'est que tu as quand même tout à créer et ça va hyper loin, en fait. Tu l'expliques, tu fais des buissons, tu repasses dessus, tu les améliores, tu passes beaucoup de temps. Comment on crée justement dans les jeux vidéo un univers graphique comment tu l'as fait en fait ? Ouais. Alors, juste avant de donner ma réponse, moi je précise quand même que je suis pas de formation. Enfin, j'ai fait 1 an de formation vraiment mise à niveau hyper basique en graph, quoi. Mais je suis pas graphiste, donc peut-être que je vais dire des conneries. Mais toujours est-il que moi, à la base, donc comme tu disais, le jeu il a beaucoup évolué graphiquement. La première version que j'ai présentée, c'était une version que j'avais créée tout seul pendant une jam interne à Ubi. En fait, à Ubisoft, moi, j'adore faire des game jams. Donc, c'est des créations de jeux sur un délai très court avec un thème donné. Mais donc, ça veut dire que cette idée de jeu, tu l'as depuis hyper longtemps, parce que t'es parti d'Ubi, t'as fait un pas fragile. Je l'ai depuis longtemps. C'est-à-dire qu'avant même de finir un pas fragile, j'avais Buisson dans les cartons. Plus que ça, en fait, j'avais la version qu'on voit dans la première vidéo où j'explique que je me lance dans ce jeu. Donc, une version un peu rough, mais avec tous les principes. Donc, le P, le chasseur,
voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, le chasseur et le cycle jour-nuit, hyper important. Tout ça, ça y était. Mhm. Et je savais que ça faisait rire les gens. C'est pour ça qu'en fait, j'ai lancé ce jeu. Je me suis dit, je fais ce jeu en version pro, etc. Parce que je savais que ça marchait, en fait. Déjà. Donc tout à l'heure, on disait que tu n'avais pas fait de recherche, mais en fait, tu as quand même eu... J'avais pas pensé à ça, mais oui. Je me suis pas lancé dans... En fait, j'ai pas fait de recherche de marché au sens où je me suis pas dit, est-ce qu'il va se vendre ou pas. En revanche, je savais que ce serait un jeu qui plairait aux gens, qui aiment ce genre de jeu. Je sais qu'ils allaient se marrer dessus. Donc, je savais qu'ils allaient se marrer dessus. Donc voilà. Et pour la partie graphique, en fait, c'est venu d'un truc assez bête. J'aurais pu le sortir avec les graphes initiaux, en peaufinant un peu, en ajoutant des trucs et tout. Sauf que moi, j'adore l'animation, j'adore le dessin, même si c'est pas ma spécialité. Et je voulais me lancer un défi. Je voulais faire un jeu de A à Z tout seul. Alors, je fais pas la musique. Je travaille avec un compositeur qui s'appelle Antoine Druot. Bisous Antoine. Ce mec est extrêmement talentueux, donc je suis très content de travailler avec lui. Mais tout le reste, hormis la musique, je le fais tout seul. Et je voulais assurer la partie graphique. Je voulais me mettre le challenge de faire un jeu qui ait vraiment une gueule à lui et qui soit vraiment joli, en fait, qui soit bien animé et tout, en tout cas dans ce que je peux faire moi. Mais dans la première version de ton jeu, c'est pas toi qui as fait les graphismes du coup ? Si, mais je trouvais ça pas assez joli. Ok. Et du coup, là, tu te dis, j'ai envie de faire un truc un peu animé. Comment tu t'y prends ? Parce que j'ai l'impression... Tu fais pas mal de concept art, tu réfléchis vachement. Ouais. Comment tu passes par toutes ces étapes de création ? Ouais, alors du coup, moi, ce que je fais souvent, c'est que je démarre, comme tu dis, par des concept art. Ouais. Donc, je fais des dessins qui sont des intentions qui sont très proches. En plus, comme le style du jeu est un style très dessiné, quand moi, je fais des concept art, j'essaye vraiment de faire la tête du jeu telle que je voudrais. C'est vraiment la tête que je veux que le jeu. J'arrive pas à le dire, mais tu as compris. Tu fais en sorte. Je fais une fausse image du jeu en fait. Voilà, mon concept art, c'est une fausse image du jeu. Parce que dans le jeu vidéo, il y a pas mal de boîtes où les concept art, en fait, c'est par exemple un personnage qui est dessiné, qui est vraiment très très beau et tout ça, et en fait qui va être un peu différent dans le jeu. Bon, ça se voit de moins en moins parce que les graphismes sont de plus en plus réalistes. Ouais, bien sûr. Mais oui. Mais okay. Et en disant ça, juste avant, tu fais un concept art, mais est-ce que tu te jettes directement dedans ou tu fais un peu un bench en disant voilà ce que j'aime bien, voilà. Ah, quand moi je fais mon concept art, je prends plein de rêves de choses que j'aime bien. Par exemple, je me dis. Ok, j'ai fait la première forêt du jeu et dans le jeu, il y a plusieurs types de forêts. Il y a une forêt normale, enneigée, canyon, tout ça. Et là, je me dis, par exemple, je vais faire la forêt enneigée. Et je vais aller chercher sur Internet des dessins d'ambiance un peu neigeuse qui me plaisent, des palettes de couleurs qui me plaisent, des petits éléments genre tel type d'arbre, tiens, ce serait joli et tout. Et avec ça, je vais élaborer un concept vraiment dessiné from scratch, mais avec toutes ces références de côté. Et quand j'ai un truc qui me plaît, je vais tweaker pas mal et tout. Je vais le montrer à des gens aussi, souvent ma copine. Alors j'ai l'avantage d'avoir une copine qui est graphiste. Donc ça aide aussi. Elle fait beaucoup de retours. Je le dis pas assez parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Donc elle dessine pas pour moi bien sûr, mais ça aide d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, la couleur, tu pourrais peut-être changer un peu et tout. » Donc c'est toujours cool. Et quand ça c'est bon, quand je suis satisfait du concept, et après j'isole tous les éléments et je les refais au propre. Tu parles de ta copine, mais tu partages aussi vachement auprès de ta communauté aussi. Ouais, effectivement, c'est vrai ça. J'avais complètement oublié. Non, mais en fait, il se passe tellement de choses depuis en un an de développement de jeu. Il y a des moments où j'ai énormément partagé sur Twitter. Et en fait, je m'étais, avant même en fait, de fixer la direction artistique du jeu, je faisais différents tests de direction artistique. Ouais. Donc j'avais l'ancienne, j'avais des trucs dessinés avec des contours, sans contours, avec un effet très pastel et tout. Et je les mettais sur Twitter. Donc je mettais 4 images et je demandais aux gens de voter dans des sondages. Et je me suis vachement basé là-dessus. Non pas forcément pour aller vers l'avis des gens, mais pour attendre que l'avis des gens s'aligne sur le mien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que je me disais pas « Ah, les gens, ils préfèrent celui-ci alors que c'est pas mon préféré, du coup, je vais aller sur celui-ci. » Je me disais « Ah, les gens, ils préfèrent pas mon préféré, celui que j'ai envie de faire. Ouais. » Et je vais retravailler le truc jusqu'à ce que les gens, ils préfèrent celui que j'ai envie de faire. C'est hyper intéressant comme concept. C'est-à-dire que toi, tu te dis... Ouais, en fait... Je voulais te poser la question de à quel moment en fait ta communauté a une influence sur toi et à quel moment c'est trop. Mais en fait, tu l'expliques bien. T'essayes de t'inspirer pour comprendre qu'est-ce qui marche dans les autres artworks. C'est ça. Pour finir par trouver le truc qui plaît à tout le monde mais qui reste dans ton univers. C'est ça. Donc en fait, tu travestis à aucun moment l'univers que toi tu veux. Non, parce que je fais du jeu indépendant et ça fait un peu prout-prout de dire ça, mais
justement, moi, je fais ça pour faire les jeux que j'ai envie de faire, moi. Vraiment, le but, c'est que je fasse les trucs que j'ai envie de faire, moi. Et que ce soit, bien sûr, des jeux qui parlent à d'autres gens, qui les amusent, etc. Mais si je pars sur une production de 1 an pour faire une direction artistique à laquelle, moi, je crois pas, même si c'est celle qui plaît le plus aux gens, bah, je vais pas m'amuser, quoi. En plus, ça se tient. Enfin, faire un jeu tout seul, c'est quand même pas mal une épreuve. Donc si tu te mets déjà des balles, si tu tires une balle dans le pied dès le début en partant sur un truc que t'aimes pas, c'est pas bon, quoi. Je comprends. Toujours dans cette question de création d'univers, dans une vidéo, tu t'expliques tous les artworks que tu as fait, toutes les animations que tu as fait, tous les bons designs tout le temps, et à un moment tu dis que tu as passé trop de temps et que tu n'aurais peut-être pas dû le faire. À quel moment tu penses que tu en fais trop pour la création de ton jeu? C'est une des questions les plus difficiles. Je sais, mais je te la pose parce que tu vois, en product design, c'est pareil. C'est à quel moment, en fait, good is enough, quoi. Ouais. Ça fait très startup de dire comme ça. Mais, tu vois, à quel moment tu te dis, je vais arrêter d'essayer de réfléchir sur est-ce que je mets une ombre plus forte, moins importante. Ouais. À quel moment tu te dis, bon, ça va marcher, partons là-dessus. Bah, moi, j'ai un espèce. En fait, ça se fait assez naturellement, mais parfois, ça se fait naturellement trop tard. Naturellement, il y a un moment, je sature. J'en ai marre de tergiverser. Tu vois, il y a un moment, quand je faisais la DA du jeu, vraiment comment je voulais que ce soit tous les éléments du jeu, j'ai fait plein de tests sur des arbres. J'ai fait genre 20, 30 arbres différents avec plein de petites variations et j'étais mais qu'est-ce que je fais, quoi? Genre c'est beaucoup trop, je viens de passer 1 journée et demie à faire que des arbres alors qu'il y a plein de trucs à faire dans le jeu. Tu dois péter un câble. Et là je pète un câble et en fait quand je pète un câble je fais ok, je prends ça et voilà. Et souvent ça se résout comme ça en fait. Et il y a beaucoup de ça et de manière beaucoup plus macro sur le jeu entier. Pendant très longtemps, j'ai été dans la finition absolue des animes et tout. Je faisais des animations de transition entre mes animations, tu vois. Parce que j'utilise un moteur qui gère pas ça et je fais un style 2D, dessin 2D traditionnel, tu vois. Donc, il n'y a pas un algo qui peut déterminer, morpher d'une animation à une autre. Bref, il faut que je le fasse à la main. Et ça, je le faisais à la main. Et en fait, là, maintenant, je suis rentré dans un mood depuis, on va dire, 2-3 mois où je suis en mode, faut que je le termine. Genre, je fais pas le minimum syndical, mais pas loin. C'est vraiment ça. C'est marrant et ça fait une transition toute trouvée. Pour la question d'après, dans le produit, on parle souvent d'un truc qui s'appelle le MVP, qui est le Minimum Viable Product, où en fait, à partir du moment où ça remplit le besoin, tu dis c'est bon, je le lance et je l'améliorerai plus tard. En voyant tes vidéos, tu pars du début de ton jeu où tu es dans une forêt normale, forêt verte, et après ça devient une forêt enneigée, une forêt dans un canyon, tu avais même une forêt Halloween, c'est ça? Ouais, je l'ai annulé celle-ci. Ouais. La question que je me suis posée, c'est pourquoi tu fais pas en sorte de sortir ton jeu, on va dire en V1, juste avec une forêt, et de rajouter au fur et à mesure je vais dire un mot que je déteste, mais qui est le DLC, donc qui est la possibilité soit de payer ou soit de l'avoir gratuitement des nouvelles forêts, ou en tout cas ma question c'est plus pourquoi tu ne l'améliores pas au fur et à mesure? Tu le lances en V1 et après tu ajoutes du contenu au fur et à mesure. Bah écoute, c'est une question que je me suis pas mal posée, vraiment, pendant le développement. Parce que quand j'ai vu que ça prenait plus de temps, en fait, je vais faire une réponse un tout petit peu plus élaborée que ce à quoi tu t'attends peut-être. Mais... Vas-y. Mais en gros, moi, comment j'ai fonctionné pour faire ce jeu, j'ai d'abord fait ce qu'on appelle une vertical slice en jeu vidéo. C'est un peu comme le MVP, sauf que t'as pas le minimum viable sur la partie esthétique, etc. Mais tu vas pousser au contraire au maximum. C'est-à-dire que la vertical slice, c'est comme si t'avais... Je fais souvent la métaphore du gâteau. C'est comme si tu cuisinais un gâteau, mais au lieu de cuisiner tout le gâteau, tu fais une part du gâteau. Ouais. Et du coup, la part, elle va avoir le même goût. Elle va être nickel, tu vas mettre tout dedans, mais c'est juste une part. Et en jeu vidéo, ça prend moins de temps de faire une part que tout le gâteau. C'est-à-dire que moi, au lieu de faire tout le contenu du jeu, tous les différents types de forêts, j'ai commencé par faire une forêt parfaite, telle que moi je voulais que ce soit parfait, avec les contrôles parfaits, les 4 joueurs peuvent jouer, il y a toutes les bonnes sensations de jeu et tout. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, est-ce que ça, ce serait pas mon point de départ? Est-ce que là, je pourrais pas partir, non pas en mode DLC, mais plus en ce qu'on appelle Early Access, maintenant sur Steam, où en gros, tu mets un jeu avant qu'il soit complété, mais il est déjà jouable et déjà sympa à jouer, c'est le principe. Et en gros, il est un peu moins cher qu'au prix de la sortie. Et tu vas faire des updates régulières tout au long du développement du jeu sur cet Early Access. Mais les gens qui l'ont payé, ils ont accès à toutes les updates au fur et à mesure. Et quand le jeu sort vraiment, généralement, tu fais une petite augmentation de prix. Et c'est la version finale et tout le monde est content. C'est ça le principe. J'ai beaucoup hésité à faire ça. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je sais plus.
Je sais pas. Parce que je pense que c'est beaucoup de travail d'un point de vue marketing et comment gérer Steam et comment communiquer autour de son jeu, d'avoir une early access puis une vraie sortie. C'est comme si tu faisais 2 sorties. C'est vraiment beaucoup de travail. Et moi, je me sentais pas capable tout seul de gérer 2 sorties, de faire des updates régulières. Et voilà, je voulais pas avoir cette espèce de commitment vis-à-vis des gens qui l'achètent, de devoir faire des updates régulières pour qu'ils soient contents et tout. Ok. Même si ta communauté est plutôt, j'ai l'impression, plutôt bienveillante. Ouais, bien sûr. Mais c'est plus le côté sortie. Et en plus, tu vois, quand j'ai commencé à me poser la question, et ben, c'était au moment où j'avais ma vertical slice. Okay. Et en fait, faut la préparer la sortie, tu vois, de l'early access. C'est comme une vraie sortie de jeu. Et tu peux pas refaire une deuxième sortie qui est aussi grosse après. Donc j'aurais foiré probablement la sortie de mon early access et niqué juste les ventes de mon jeu, quoi. Et finalement, ta démo, c'est pas une slice de la slice? Bah, la démo, c'est la vertical slice. Donc finalement, c'est ce que j'avais fait en vertical slice. Mais je l'ai sorti récemment, la démo. Donc bien après. Tu vois, la vertical slice, je l'ai terminée en mars, avril. Et la démo, je l'ai sortie, je crois, en octobre, là, début octobre. Et t'as fait quoi pendant tout ce temps-là? Alors, je sais qu'il y a eu le confinement entre les deux, mais t'as juste créé la suite de ton jeu, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait tout le contenu annexe. Tu t'en es servi comme démo auprès de tes potes ou auprès de Exactement. Je m'en suis servi comme démo auprès des gens pour tester et tout, à un cercle un peu réduit, donc pas mal de potes, pour voir si tout marchait, qu'est-ce qu'il fallait régler un peu plus précisément et tout, qu'est-ce qui kiffait, faire des playtests, quoi, comme de la recherche utilisateur en version un peu à la cool. Ouais, justement, j'ai cette question qui me vient, c'est comme c'est tes potes, t'avais pas peur qu'ils te disent que c'est cool juste pour pas te blesser? En fait, moi, je me fie pas tellement à ce que les gens disent, je regarde beaucoup. Et on fait beaucoup ça en recherche utilisateur pour le jeu vidéo. Ouais, t'inquiète, aussi pour le produit, il faut surtout se concentrer sur ce qu'ils font plus. Donc en fait, moi, quand les potes viennent jouer, tu vois, je leur mets le truc, ils jouent une demi-heure, 1 heure facile, et ça déjà, je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire des potes qui jouent hyper longtemps. Genre, même pas, ils ont l'air de s'emmerder ou quoi, genre ils jouent vraiment longtemps, donc ça c'était plutôt bon signe dès le début. Et surtout, j'observe tout le monde, donc en fait, je suis tout le temps en train de regarder leurs réactions, par quoi ils sont frustrés, qu'est-ce qui les fait rigoler et tout, et voilà, ce genre de choses. Cool, hyper intéressant. Écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'ai toujours une dernière question que je pose et que je t'ai déjà posée avant que tu n'arrives, c'est est-ce que tu as des ressources qui sont des livres, des blogs, etc., des podcasts, à nous recommander sur justement un peu la création de jeu et tout. La création de jeu, l'expérience utilisateur, tout ce que tu veux. Ok, j'en ai beaucoup, mais en bouquin, je vais dire très vite. Concevoir un jeu vidéo de Marc Albinet. Moi, c'est la base. Moi, je suis prof dans quelques écoles, donc intervenant, on va dire. Et je leur conseille tout le temps de démarrer avec ça. Parce que c'est un bouquin fait par un mec qui a travaillé sur plein de jeux vidéo à Ubisoft. Il sait faire ça proprement. Donc en fait, c'est un bouquin qui explique toutes les étapes du début de la conception jusqu'à la fin du développement du jeu, quels sont les outils aux différentes étapes et tout. Donc ça donne une bonne vision globale de comment on fait un jeu. Ensuite, il y a le classique L'art du game design de Jesse Chell, qui est un excellent bouquin. Vraiment, c'est top. C'est plein de façons de se poser des questions sur son jeu pour l'améliorer. Et pour sortir un peu du jeu vidéo et aller à mon avis, c'est un livre que beaucoup de gens ont suggéré dans le podcast, c'est Design of Everyday Things de Donald Norman. Et ben, je crois qu'on me l'a cité qu'une fois. Ah ouais? Ouais, mais celui-là, je l'ai lu. Excellent, franchement. Donc c'est quand même, il me semble que c'est quand même le mec qui a posé des termes comme affordance ou ce genre de choses. C'est lui qui a inventé ça. Donc c'est un grand nom de la recherche utilisateur, pas pour le jeu vidéo, de manière générale. Et moi, j'ai appris plein de choses en lisant ce bouquin. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit en tant que concepteur de jeu et analyste en recherche utilisateur. Et après, juste pour les recos vidéo, sur YouTube, vous pouvez retrouver la développeuse du dimanche. Si vous aimez ce que je fais, elle fait un peu la même chose. Enfin, on fait un peu la même chose tous les deux, donc c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, elle développe des jeux vidéo, elle raconte et tout. Elle fait aussi de l'analyse de jeux de temps en temps. Et Game Next Door, très très cool, Game Next Door, donc qui font un peu comme moi ce que je faisais avant Game Anatomy, où on prend des jeux et on en tire des leçons de design. Et enfin, pour le côté plus jeux vidéo et politique, Game Spectrum, c'est une chaîne que j'aime d'amour. Trop bien. C'est une chaîne qui part du jeu vidéo pour parler de politique, d'écologie et tout, et qui fait des documentaires mais incroyables de 1 heure, 2 heures. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux sur YouTube tout court. Barrière de langue, sans compter les langues et tout.
c'est le best du YouTube. Donc vraiment très bien. Ok, j'irai voir. J'y suis pas abonné. Et j'en rajouterai une qui est ta chaîne. Merci, c'est gentil. Ce qui est plutôt normal, donc où tu fais donc une émission qui s'appelle Game Anatomy, où en fait tu analyses toutes les mécaniques d'un jeu vidéo. C'est ça. Ça peut être aussi bien un truc genre, par exemple, épisode tout bête, les jeux en coopération, comment on fait du design de jeux en coop, ou la vitesse dans les jeux vidéo, comment on crée une sensation de vitesse dans un jeu. Donc voilà. Super, tu m'as tout fait. Si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers Twitter. Ouais, Twitter, c'est très très bien pour me contacter. Ou YouTube. Enfin, dans les commentaires, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, après sur YouTube, vraiment, il y a pas mal de gens qui me posent des questions, parce que du coup, je fais Game Anatomy, mais je fais aussi beaucoup de, comme on disait pendant le podcast, des devlogs, donc, où je raconte mon expérience de développeur et tout. Et en commentaire, je lis tout. Genre vraiment, je lis tout, et dès que c'est des questions, je réponds. Je suis encore un petit YouTuber, je peux me permettre ça. Ça prend du temps, mais je peux me permettre de faire ça. Donc voilà. Après, moi, j'essaye de répondre au maximum de gens et tout, mais abonnez-vous à mon Twitter, bien sûr, et posez-moi des questions là-bas. Et à ta chaîne YouTube aussi. Et à ma chaîne YouTube, évidemment. Et ben, merci beaucoup. Donc, tous ceux dont on a parlé, ça sera dans la description du podcast, comme ça, tous les liens sont disponibles. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était hyper intéressant. Et on voit que tu es tellement passionné par ce que tu fais. Ça fait cool, super plaisir. Ça me fait plaisir. Mais merci à toi, c'était trop cool, et je trouve que... Enfin, ça fait toujours bizarre de dire c'est trop cool, j'ai parlé de moi pendant 1h30. Non, mais les questions étaient vraiment bien, et c'est bien, tu m'as fait réfléchir et tout. Ouais, c'était cool. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.